Krapien, bonjour. Moi c'est Assadio. J'appelle de Brazzaville, République du Congo. Je suis à quelques 4 km seulement de Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo. C'est-à-dire que je suis en plein cœur des deux capitales, les capitales les plus proches du monde de l'histoire. Ce qui m'a impressionné il y a quelques jours, c'est une scène que j'ai vécue à l'intérieur de la compagnie Rwandair qui décollait de Brazzaville pour Kinshasa. 5 minutes de vol, c'est-à-dire la durée de vol la plus courte de l'histoire de l'humanité. Brazzaville, Kinshasa, 5 minutes. C'est-à-dire que vous entrez dans l'avion, le temps au capitaine de dire bienvenue à bord de cette compagnie Rwandair à destination de Kinshasa, attachez vos ceintures, assurez-vous ceci et cela. Le temps de finir la première phrase, qu'il a commencé une deuxième. Mesdames et messieurs, nous entamons notre destination, notre descente sur Kinshasa et nous vous invitons à attacher vos ceintures et il répète les mêmes instructions. 5 minutes. Tout cela pourquoi? Parce qu'il n'y a aucun pont qui relie ces deux capitales. Regardez le fleuve Congo. Ça, c'est le fleuve qui divise les deux parties de l'Afrique. Une distance de moins de 5 km. C'est-à-dire qu'il faut un pont de 4 km pour relier les deux capitales. Mais ce pont n'existe pas. C'est tout simplement un acte spectaculaire. S'il y avait une autoroute entre Kinshasa et Brazzaville, on devrait faire exactement comme Milan ou bien Malpensa en Italie. Parce que la distance entre l'aéroport de Milan, Malpensa et Milan-Linate, c'est-à-dire dans la même ville, est plus longue que la distance entre les aéroports de Brazzaville et de Kinshasa. Mais tout simplement parce qu'il n'y a pas d'autoroute pour relier les deux pays, les passagers sont obligés de payer beaucoup plus pour partir de Kinshasa de Kinshasa à Brazzaville ou de Brazzaville à Kinshasa s'ils veulent continuer par avion. C'est-à-dire cela augmente le coût. Une voie de communication d'une envergure de l'autoroute résoudrait rapidement le problème. Mais ce n'est pas le cas et on continue à évoluer comme ça. C'est le spectacle le plus spectaculaire du monde. Alors, qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut tout simplement dire qu'en absence de ces voies de communication, les jeunes Africains ne croient pas en l'intégration dans leur continent. C'est-à-dire que ça pose un problème. Parce que la question des migrants en Libye, au Maroc, et en Afrique du Nord, vers l'Italie, vers l'Espagne. Et il faut voir un peu les causes de façon lointaine. Je ne suis pas partisan de l'émotion. Il faut au-delà, bien sûr, de la rage qui est tout à fait incompréhensible. Il faut qu'au-delà de ça, qu'on puisse toucher le problème, le vrai problème. Je suis contre ce qui s'est passé en Libye et c'est un acte à condamner avec la dernière énergie. C'est même une indignation. Je peux dire que c'est la plus grande indignation de l'année. Mais revenons maintenant au programme et voir qu'est-ce qui fait en sorte que les jeunes fuient leur maison. Parce que l'Afrique, c'est une maison. Il faut que les jeunes commencent à croire en leur continent. Parce que si vous croyez en votre continent, vous allez constater que le désir de vous évader ne vous viendra même pas en tête. Si vous vous donnez à l'agriculture, parce que ça c'est le problème, il faut se donner à l'agriculture, il faut produire pour vendre. C'est la chose la plus accessible aux pauvres d'Afrique. Parce que vous allez travailler au sud de l'Italie, vous allez travailler dans le champ de quelqu'un, dans les plantations des Italiens, des Espagnols, vous allez être mal payé, alors que vous avez la possibilité de travailler dans votre propre champ, dans vos plantations. Et ce qui sort de là, vous pouvez vendre. Le marché africain est énorme. Regardez le nombre de consommateurs que je vais vous citer. Si jamais vous produisez à partir du champ et vous voulez vendre. Le pays que vous voyez là, Kinshasa, compte aujourd'hui presque 80 millions d'habitants. 80 millions, c'est-à-dire que de l'autre côté du fleuve, vous avez 80 millions de consommateurs. Ici, au Congo, à Brazzaville seulement, vous avez 2 millions de consommateurs et dans tout Brazzaville, c'est 5 millions. Le Cameroun aujourd'hui est déjà sur 25 millions d'habitants, sans exagération. Le Nigeria, on parle de 190 et il ne serait pas exagéré de dire qu'on a 200 millions d'habitants au Nigeria. Vous connaissez la population du Bénin qui hier pratiquement était vide, c'est 10 millions d'habitants. Le Togo à qui on donnait 5 millions est aujourd'hui à presque 8 millions d'habitants. Le Ghana, vous connaissez 30 millions de consommateurs. Vous voulez aller en Côte d'Ivoire, 25 millions. Le Libéria un peu plus au sud-ouest, 4 millions. Un peu plus au nord,
Vous avez la Sierra Leone, 7 millions. Guinée-Conakry, 12 millions. Le Sénégal plus haut, 15 millions. Le Mali, le Niger et le Burkina Faso, ça fait 60 millions de consommateurs. Un peu plus à l'ouest, au Tchad, 15 millions. Vous voulez aller un peu au sud, en Centrafrique, c'est 5 millions. Au Soudan, de l'autre côté, vous savez combien? 40 millions. Soudan du Sud, 10 millions. Donc le Soudan, à lui seul, nous produit 50 millions de consommateurs. Vous voulez le Kenya? Nous sommes dans les 50 millions. Vous voulez aller en Éthiopie? Alors, vous ne me croirez pas. Vous avez affaire à 105 millions de consommateurs. C'est-à-dire 105 millions de personnes qui peuvent acheter vos produits du champ. En Ouganda, vous connaissez? Nous sommes à 40 millions. En Tanzanie, 55 millions d'âmes. Alors, je me suis limité juste à ce niveau de l'Afrique pour voir que vous avez un potentiel de presque 800 millions de consommateurs. Je n'ai pas touché l'Afrique du Sud avec ces 55 millions. Je suis parlé en Namibie. Alors, limitons-nous à ce niveau-ci. Je n'ai pas touché l'Afrique du Nord. Donc, vous constatez que si vous produisez, vous allez vendre. Il faut produire et vendre. Et je vous dis quelque chose, chers jeunes Africains. Une tête d'ananas ici à Brazzaville, c'est 2500 francs CFA. Une tête moyenne d'ananas, 2500 francs CFA. Ces pommes de terre à Lomé, vous savez combien ça coûte? 1000 francs CFA. 5 pommes de terre. C'est-à-dire que si vous voulez manger du pilé, ou bien préparer une marmite de pommes pour 10 personnes, il vous faudra minimum 15 000 francs CFA. Minimum. Minimum. Et ce n'est pas exagéré de dire 20 000 francs CFA. Vous savez très bien que le Cameroun produit des pommes de terre, le Cameroun produit les ananas, la Côte d'Ivoire produit les ananas. C'est-à-dire qu'il faut cette nécessité d'échange. Vous devez penser que si vous travaillez au champ, vous produisez, ce n'est pas celui à qui vous allez vendre qui va manquer. C'est-à-dire qu'il y a même déjà le marché africain qui n'est pas couvert. Avant même de penser au marché européen, avant de penser à la diaspora, il y a des acheteurs de vos produits. Ça, c'est m'adresser aux jeunes pour leur donner encore, pour les faire croire encore au potentiel africain. Le maïs est cultivé ici à l'année 3 fois l'an. Au Cameroun, on cultive le maïs. J'ai vu des gens cultiver 3 à 4 fois l'an, à 4 fois l'année. Le maïs se cultive en Europe une seule fois. Je prends juste cet exemple-là. Le haricot, on peut le produire au Cameroun 2 fois l'an. En Italie, c'est une seule fois l'an. Et il y a plein de produits en Europe qui se cultivent déjà en Afrique. On avait fait croire que les olives, on ne pouvait pas les produire en Afrique. Les pommes, on ne pouvait pas les produire en Afrique. Les fraises, ça ne pouvait pas produire en Afrique. Aujourd'hui, ça produit. Ça, c'est ce que vous devez savoir. L'Afrique a faim et on a donc besoin d'être nourri. C'est vous qui allez nourrir l'Afrique. C'est vous, c'est nous qui allons nourrir l'Afrique. Maintenant, quand les jeunes ont produit, ils ont besoin de circuler. Mesdames et messieurs les chefs de gouvernement africains, vous devez comprendre que vos enfants ont besoin de circuler. Ils veulent se mouvoir dans la maison. Ils veulent découvrir l'Afrique. Si vous ne permettez pas aux jeunes Africains de circuler à l'intérieur de leur continent, alors qu'est-ce qui va se passer? Ça va être comme la cohabitation dans une maison où il y a 10-20 enfants. Alors qu'est-ce qui se passe? Les chambres sont fermées. On interdit à un enfant d'entrer dans la chambre prochaine, dans la chambre voisine. On interdit, l'enfant ne peut pas accéder à un salon qui voit bien meublé, avec téléviseur, c'est climatisé et tout, mais il ne peut pas accéder à là. Vous ne lui expliquez pourquoi, vous lui expliquez pourquoi pas. Vous ne lui expliquez pas la raison pour laquelle vous lui refusez l'accès aux autres compartiments de la maison. Il ne peut pas bien manger à la maison, mais il voit comment on prépare pour papa ou bien pour maman ou bien pour seulement pour quelques-uns. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il est frustré et il a donc ce désir d'aller découvrir mieux, entre guillemets, mieux à l'extérieur. Il sort, il doit aller dans un parc, et de là, au niveau du parc, il va constater, non, ça ne suffit pas, il peut voir mieux, et ainsi de suite. Donc voilà pourquoi les enfants fuient la maison africaine. Ils fuient la maison parce qu'ils n'ont pas accès aux endroits qui peuvent également leur faire changer leurs conditions de vie. Il faut qu'ils aient beaucoup plus cette histoire, cet espoir. Et les politiciens africains, les politiques, vous avez donc ce devoir de redonner espoir, de faire en sorte que les enfants aient accès aux ressources, qu'ils aient accès aux possibilités pour pouvoir mieux développer leur potentiel ou bien leur potentialité. Ce sont des enfants qui ont une intelligence incroyable. Je vous le dis, chers Africains, j'ai accueilli des migrants chez moi. J'accueille chaque jour des Africains qui arrivent en Europe. Il n'y a pas un seul bec parmi eux, il n'y a pas un seul imbécile. Il y a plein de diplômés. Et j'ai constaté qu'il y a beaucoup de bacheliers, beaucoup de diplômés qui arrivent par des voies franchement dangereuses. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas informés. Ils ne sont pas informés de la dangerosité. Et parfois aussi, quand bien ils sont informés, les conscients de leur environnement font en sorte qu'ils perdent l'espoir. Je crois que le politique a quand même ce devoir de redonner espoir à ces jeunes intelligents.
Imaginez que lorsqu'on les inscrit dans les universités en Italie, ils bravent, ils sont les premiers, ils travaillent. Et déjà, ne court pas le risque, laisser sa maison pour 7000 km, ne le fait pas qui veut. Hein. Ne le fait pas qui veut, elle le fait qui peut. Celui qui le fait, c'est quelqu'un qui a d'abord du potentiel qu'on n'a pas exploité. Donc il faut que l'Afrique apprenne à exploiter ses ressources. Pour que l'Afrique puisse avoir encore cette image respectable dans le monde. Alors qu'est-ce qu'il faut? Il faut déjà changer les programmes au niveau des écoles de diplomatie, des écoles de relations internationales, ce qu'on appelle institut de relations internationales, que ce soit au Cameroun, que ce soit, je ne sais pas, en Côte d'Ivoire, etc., etc. Je vais déjà vous dire, si on ne changeait pas, si les diplomates africains ne changent pas la donne, ne comprennent pas qu'aujourd'hui, être diplomate, c'est-à-dire c'est être un agent de marketing de son propre pays. Si vous ne sortez pas des bureaux climatisés pour affronter la situation sur le terrain, ça va devenir catastrophique. Pourquoi? Parce que la diplomatie africaine a été conçue sur le modèle occidental. À l'époque, c'était qu'est-ce que tu me dis? Est-ce que tu parles bien? Alors aujourd'hui, les données ont changé. On parle commerce, on parle investissement, on parle transfert de technologie. Cela veut dire que les diplomates doivent sortir de leur bureau, ils doivent aller sur le terrain, ils doivent négocier les marchés, ils doivent affronter la diaspora, c'est-à-dire ceux qui sont, les Africains qui sont déjà implantés en Europe. Et je vous assure, l'argent ne manque pas dans la communauté de la diaspora africaine. Il y a des Africains riches en Europe. Je me demande pourquoi les chefs d'État africains, lorsqu'ils arrivent en Europe, ils ciblent plutôt les Italiens, les Français, les Anglais. Quand ils arrivent en Occident, les Américains, les Hollandais, alors qu'il y a des Africains qui, s'ils sont depuis, ils ont investi et ils ont de l'argent. Ils peuvent exploiter. Allez leur faire la cour. Allez faire la cour à vos enfants. On fait également la cour. Ça existe. Ils ont l'Afrique dans le cœur. Même ceux qui ont demandé la nationalité. Encore que n'obtient pas la nationalité qui veut. Obtient la nationalité qui peut. Alors, ça ne devait pas être un objet de punition. Parce que celui qui obtient la nationalité dans un pays européen, c'est quelqu'un qui a bien travaillé. C'est quelqu'un qui s'est bien comporté. Il n'est pas impliqué dans les réseaux de la criminalité. Non. Et puis le pays d'accueil, on lui dit tu t'es bien comporté, alors on peut te reconnaître comme citoyen plein de cette maison. Pourquoi est-ce que son pays d'origine va avoir en cela un problème? Je ne vois pas en cela un problème. Lorsque le Premier ministre italien va aux États-Unis, ce n'est pas pour rencontrer les Italiens, les Américains d'origine, non, c'est pour rencontrer la communauté italienne qui a fait l'économie américaine. Et cette communauté italienne, la diaspora italienne, je prends le cas d'Italie parce que je suis pro-italien grâce à sa politique d'éducation, de la formation des jeunes, ça j'appuie ça. Alors parce que les immigrés, les gens qui ont émigré, les Italiens qui ont émigré aux États-Unis, ils ont contribué et jusqu'aujourd'hui contribuent énormément à l'économie américaine, mais aussi à l'économie italienne. C'est pour ça que vous n'allez que tout chef d'État italien, lorsqu'il va aux États-Unis, il ne peut pas, du moins quand il prend fonction en Italie, il a marqué 3 mois pour aller aux États-Unis. Et quand il va, c'est pour rencontrer la communauté italienne. Le fait la cour, il rentre investi. Jusqu'aujourd'hui, depuis fin 1800, début 1900, l'Italie a connu 2 grandes vagues d'immigration. Et eux, ils sont là aujourd'hui. Il a dit Blas, le maire de New York, c'est un Italien d'origine. Et bien ça fait la fierté de l'Italie. Donc je crois que les Africains doivent commencer à avoir confiance en leurs fils. Et vous devez comprendre qu'ils ont évolué. Allez leur faire la cour, indépendamment de la provenance du pays. Le président camerounais peut aller contacter la diaspora togolaise, pourquoi pas? Le président togolais il va aller contacter la diaspora camerounaise, la diaspora congolaise et ainsi de suite. Il y a des Africains qui sont vraiment intégrés, ils ont des moyens. Allez leur faire la cour et surtout ouvrez-leur la voie. Changez la donne diplomatique. Revoyez le programme de la diplomatie africaine. Comprenez déjà, enseignez à vos futurs diplomates que lorsqu'ils vont être affectés dans leur territoire diplomatique de compétence, c'est pour aller attaquer, ce n'est pas pour rester dans les bureaux. Chaque ambassadeur devrait se transformer en agent de marketing de son pays à l'extérieur et on doit le voir sur le terrain. Est-ce qu'un jeune de 25 ans peut devenir ambassadeur? Oui, je dis oui. Est-ce qu'un jeune Africain de 30 ans peut devenir ambassadeur? Nommez-les, donnez-leur les potentialités et vous allez voir qu'ils sont braves, qu'ils vont tacler, comme on dit. Ils vont tacler des marchés au profit de leur pays. Donc, vous voyez, si on n'aborde pas les choses de cette manière, ça veut dire que j'ai peur, je crains que nous continuions à vivre de l'aide demandée. On croit que l'Eldorado c'est ailleurs. Non, l'Eldorado c'est ici. Ne travaillez pas dans le champ de quelqu'un. Travailler, c'est toujours mieux de travailler dans votre propre champ.
Donc à partir d'aujourd'hui, vous comprenez, chers jeunes Africains, que le potentiel c'est ici, que l'argent c'est ici. Brazzaville ici, là, regardez, les magasins qui sont logés de l'autre côté là, ce sont les magasins des Libanais, des Indiens, des Pakistanais, des Grecs. Ils se sont installés, les mini-points de tourisme. C'est pour les autres. Ils croient en notre continent, mais nous ne croyons pas à notre continent. Regardons le fleuve Congo, regardons les bords. Il n'y a aucune structure touristique. Vous voyez comment? Alors si c'était, imaginez ça avec la Seine, ou bien la rivière de Londres là. Vous imaginez comment cela serait amélioré? Ça attirerait combien de touristes? Ça recruterait combien de jeunes? Donc, il faut que tout le monde mette la main à la pâte pour que nos enfants ne meurent plus, pour qu'on ne les pêche plus dans la mer. Il ne suffit pas, le crime ne s'arrêtait pas tout simplement à dire aller étudier. Non, mais notre force à nous seuls, ça ne suffira pas pour résoudre le problème. Il faut des forces, il faut une convergence de toutes les forces pour qu'on puisse résoudre ce problème et surtout qu'on arrête de crier et de pleurer parce que ça ne peut pas résoudre le problème si jamais on ne met pas la main à la pâte, si on n'agit pas. Alors agissons. J'espère pouvoir donner cette petite contribution pour l'essor de cette Afrique qui m'a vu naître, qui m'a tété, qui m'a vu grandir, qui m'a nourri et dont j'estime totalement reconnaissance et gratitude. Assadio, Assadio, qui